RCJ Midi, Rudy Saada. Soyez les bienvenus dans RCJ Midi, votre rendez-vous avec l'actu à la mi-journée. Un RCJ Midi un peu particulier dans le cadre donc de cette matinée spéciale. Nous serons donc en compagnie tout au long de cette heure avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Vous venez de l'entendre évoquer son dernier livre, Le courage guider leurs pas, chez Talandier. Et nous allons donc avec lui commenter l'actualité du jour. Nous parlerons laïcité, état de la gauche, lutte contre l'antisémitisme et on évoquera les 10 ans du mariage pour tous. Et puis le premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. Également dans ce RCJ Midi, vos chroniques, les médias avec Valentin Delepol et puis les livres avec Josiane Savigno. Voilà donc pour le programme de cette heure d'info que l'on débute avec l'essentiel de l'actualité. Le journal Margot Siffer. Les titres de ce lundi, Margot. Plusieurs ministres israéliens renoncent finalement à assister aux cérémonies de Yom HaZikaron. En France, Emmanuel Macron célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de sa réélection. Enfin, de la culture avec la 34e cérémonie des Molières ce soir. Et on ouvre donc ce journal avec ces frappes d'artillerie attribuées à Israël dans la région de Quneitra en Syrie. La cible de ce bombardement était un poste d'observation du Hezbollah. L'attaque n'a fait aucune victime. Les détails avec notre correspondante pour RCJ, Cathy Bisraor. Cette nuit, de nouveau, au nord de Quneitra, apparemment un poste du Hezbollah, des transferts de nouveau d'armes qui ont été touchés par l'aviation israélienne. A remarqué également que quelques minutes après cette attaque israélienne, Israël a envoyé un certain nombre de papiers pour expliquer ce que Israël a fait, pour expliquer justement à la population locale que le Hezbollah les met directement en danger. Voilà, Cathy Bisraor, notre correspondante à Jérusalem. Plusieurs ministres et députés israéliens renoncent à la demande des familles endeuillées aux cérémonies de Yom HaZikaron dans les cimetières militaires. En cause, les protestations contre la réforme du système judiciaire qui risque de créer des tensions. Le ministre du Logement et de la Construction, tout comme celui de la Culture et des Sports, ont été les premiers à annuler leur participation, suivis de la ministre de la Diplomatie nationale ou encore du vice-ministre de l'Éducation. Quant au ministre de la Défense, Yoav Gallant, il a refusé cette demande en affirmant que la présence des membres de la Knesset avait une valeur symbolique. Les dépenses militaires en Europe au plus haut depuis la guerre froide. Elles ont atteint l'an dernier un nouveau record de 2240 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial. C'est en tout cas ce qu'indiquent les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Il s'agit à l'échelle planétaire de la 8e année consécutive de hausse pour les investissements dans les armées, des investissements dopés en partie par l'invasion russe de l'Ukraine. La crise au Soudan avec plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne évacués. Dans le détail, 388 personnes ont été évacuées du Soudan par l'armée française. Même son de cloche du côté de Washington, Londres, Berlin ou encore Rome. Pour l'heure, les affrontements au Soudan ont déjà fait plus de 420 morts et plus de 3700 blessés. Après une séquence très controversée sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron, qui fête aujourd'hui le premier anniversaire de sa réélection, estime qu'il doit se réengager dans le débat public. Il estime également qu'il aurait davantage dû se mouiller sur le sujet de la réforme des retraites. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans un entretien accordé aux Parisiens. Des propos confirmés ce matin sur France 2 par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est normal, quand on est élu directement par les Français, de pouvoir, peut-être encore plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, expliquer où il veut mener la France, où il veut mener les Français et créer ainsi le débat démocratique. Peut-être qu'il n'a pas été assez présent, justement. Vous trouvez, vous, qu'il n'a pas été assez présent ? Oui, je pense que le président de la République, au lendemain des élections présidentielles, et puis sans doute pendant cette période particulière de la réforme des retraites, qui est une réforme extrêmement difficile, personne n'en disconvient, aurait pu davantage parler, il le dit lui-même. C'est une très bonne chose que désormais il le fasse. Emmanuel Macron devrait donc multiplier les déplacements à l'instar de l'Alsace et de l'Hérault la semaine dernière. Il craint aussi que Marine Le Pen arrive au pouvoir si, je cite, on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel. Les consultations médicales vont augmenter d'1,50 € à l'automne. Elles vont donc passer à minimum 26,50 € chez les généralistes et 31,50 € chez les spécialistes. Des revalorisations qui doivent encore être approuvées par le ministre de la Santé. Elles ont
entreront en vigueur au plus tôt à la fin du mois d'octobre. On commémore en ce 24 avril le génocide arménien. Une journée qui a été fixée le 24 avril en référence à la journée du 24 avril 1915 où près de 600 intellectuels arméniens ont été arrêtés par les autorités ottomanes à Constantinople avant d'être déportés ou assassinés. Une date qui marqua le début de ce génocide qui a entraîné la mort de plus d'1 million de personnes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présidera à 18h une cérémonie de commémoration. Et c'est également aujourd'hui que débute la semaine mondiale de la vaccination. L'objectif, notamment répondre aux nombreuses questions, comme le fait de savoir comment tenir à jour ces vaccinations. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte simple de prévention. Et puis on termine avec déjà de la culture. 34e cérémonie des Molières ce soir. Une cérémonie qui récompense les meilleurs spectacles de l'année écoulée dans les théâtres français. Elle sera orchestrée cette année par Alexis Michalik, lui-même déjà lauréat de plusieurs Molières pour des pièces comme Edmond, Les Producteurs ou encore Le Cercle des Illusionnistes. La soirée qui se déroulera au Théâtre de Paris sera retransmise sur France 3. Et on termine par du football. C'était la fin de la 32e journée de Ligue 1 hier. Les Marseillais se sont imposés 2-1 à Lyon grâce à un but contre son camp de Malo Gusto à la toute dernière seconde de la partie. Cela faisait 16 ans que l'OM attendait une telle victoire. Cela lui permet aussi de reprendre la 2e place du championnat au RC Lens. Merci Margot Siffer. Avant de retrouver l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui est donc depuis 11h notre invité exceptionnel, nous allons faire avec lui effectivement le tour de l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Nous évoquerons notamment le premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, le 10e du mariage pour tous et puis la lutte contre l'antisémitisme. Avant tout cela donc, une page de pub. À tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. Vous avez rendez-vous avec le printemps. Avec Elal, profitez du printemps pour vous envoler à prix fou. Paris-Tel Aviv aller-retour à partir de 335 € TTC. Oui, 335 € TTC. À ce prix-là, profitez-en. Réservez maintenant. Appelez vite votre agent de voyage habituel ou Elal au 0800 99 40 40 ou rendez-vous sur elal.com. Elal.com. Offre soumise à conditions et disponibilité. Elal, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Le Centre d'art et de culture vous emmène à la rencontre de la culture israélienne. Du 24 avril au 4 mai, 5 événements exceptionnels. Expositions, lectures, projections, théâtre, concerts, rencontres avec la culture israélienne du 24 avril au 4 mai à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Toute la programmation est à retrouver sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. RCJ Midi, Rudy Saada. RCJ Midi exceptionnel avec comme invité fil rouge l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Bonjour. Bonjour Rudy Saada. Bienvenue dans ce studio. Vous donc publiez chez Taillandier Le courage guider l'Orpin, un livre où on croise Charles, Louise Michel, Malraux, De Gaulle, Churchill ou encore Albert Camus et Jean Moulin. Quand vous avez eu le sentiment dans votre parcours d'avoir eu du courage politique? J'ai du mal à répondre à cette question en lien avec le livre que je viens de publier où je disais d'ailleurs il y a un instant sur votre antenne que nous sommes tout petits, très modestes face aux géants de l'histoire. Et le courage en politique dans une démocratie n'est pas tout à fait le même que le courage face à des événements considérables comme la guerre, la résistance et le risque de mourir. Je me suis senti bien moi-même, pour répondre à votre question, quand j'ai exprimé, et j'espère le plus souvent possible, mes convictions, ma cohérence
Et il est évident que le discours que j'ai prononcé à l'Assemblée nationale le 13 janvier 2015, après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, et après la grande manifestation républicaine qui a réuni des millions de Français partout en France, là je me suis senti en cohérence avec moi-même. Parce que depuis des années, je dénonçais la montée de l'antisémitisme, la négation de ces phénomènes, le rôle d'un humoriste, entre guillemets, je parlais évidemment de Dieudonné, la montée de l'islamisme dans nos quartiers, et donc il fallait une réponse qui était une réponse qui était celle de l'État, de la République, une réponse des démocrates, mais une réponse ferme. Et là, j'étais, je ne sais pas si j'étais courageux, mais j'étais cohérent. On va justement vous réécouter. Comment peut-on accepter que des Français soient assassinés parce qu'ils sont juifs? Comment peut-on accepter que des compatriotes ou qu'un citoyen tunisien que son père avait envoyé en France pour qu'il soit protégé, alors qu'il va acheter son pain pour le Shabbat, meure parce qu'il est juif? Ce n'est pas acceptable. Et à la communauté nationale, qui peut-être n'a pas suffisamment réagi, à nos compatriotes français juifs, je leur dis que cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter, que nous devons là aussi nous rebeller. Et en posant le vrai diagnostic, il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles, mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du juif et de tous les juifs. Est-ce que ce cri du cœur et ce constat très clair vous a coûté dans les jours et les semaines qui ont suivi? Mon ami Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, m'a dit: tu avais déjà beaucoup d'ennemis, évidemment les plus dangereux, les antisémites, les islamistes, mais là tu as fait un discours important qui te met à un certain niveau parce que tu as parlé avec le cœur et tu as touché les Français, et donc là tu vas devenir une cible. Bon, c'est normal quand on fait de la politique, mais ce discours, encore une fois, je crois, a frappé les esprits parce que j'ai dit la vérité, une vérité, qui était celle de la réalité de l'antisémitisme dans notre pays et qui avait été niée. Vous savez, il y a un fait qui m'a profondément révolté quelques semaines auparavant, avant ce discours, c'est l'agression, un viol de fait, chez une famille de Français juifs à Créteil. Un acte crapuleux, mais sur fond d'antisémitisme, puisqu'on agressait une famille juive, parce que comme ils étaient juifs, ils avaient forcément de l'argent. Je mets des guillemets, chacun l'aura compris. Cet acte n'a mobilisé que la communauté juive de Créteil, et sans doute nationale, en tout cas d'Île-de-France. Quelques jours après, à l'Assemblée nationale, j'ai dit mon indignation. Elle aurait déjà dû mobiliser les Français. Et les Français auraient dû sortir par millions dans la rue 2 ans auparavant, après les morts, les assassinats de Montauban et de Toulouse, évidemment, et des enfants qui avaient été tués parce que juifs, par un terroriste qui anticipait ce que nous allions connaître après. Donc il a fallu Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher pour provoquer cette révolte de la part de nos compatriotes. Et encore, je disais à l'époque, n'y voyez aucun cynisme, s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo, il n'y aurait peut-être pas eu autant de monde dans les rues après l'acte contre l'Hypercacher de la porte de Vincennes à Paris. Donc à ce moment-là, je comprends que c'est le moment de dire clairement les choses et que nos compatriotes prennent pleinement conscience que ce ne sont pas uniquement les Français juifs qu'on attaque, mais que c'est nous, et que si on ne comprend pas cela, on risque de sombrer. Là, il y a une prise de conscience, je crois, salutaire, mais il y a malheureusement tellement de piqûres de rappel, le mot est mal choisi, mais regardez tout le débat, au fond, l'indignation qui a été les nôtres, parce qu'on n'a pas qualifié comme crime antisémite l'assassinat de Sarah Halimi. À quoi attribuez-vous ce déni qui a précédé ces meurtres et ces attentats de 2015, cette solitude? D'abord à l'antisémitisme qui existe dans notre pays. C'est-à-dire, au fond, les Juifs sont toujours les victimes, il y a une forme de normalité. Et surtout,
du fait des auteurs. L'antisémitisme, quand il vient de l'extrême droite, et de Le Pen, Jean-Marie, lié à la collaboration, d'une certaine manière, c'est facile. Ça mobilise l'extrême droite. Rappelez-vous de Carpentras. Il y a bien des années, la plupart de ceux qui étaient là n'étaient pas nés. Mais si ces actes antisémites proviennent du monde arabo-musulman, d'une jeunesse issue de nos quartiers français pour la plupart, des immigrés ou des enfants d'immigrés victimes de l'exclusion ou de l'absence d'intégration, je continue à mettre des guillemets. Alors c'est évidemment beaucoup plus difficile pour toute une série de gens. Et donc il y a cette guerre des victimes. Au fond, tout le monde est victime, c'est insupportable. C'est pour ça que j'avais dit à l'époque qu'il n'y avait pas un terreau. Que commencer à comprendre, c'était excusé. La phrase avait fait polémique, mais je voulais dire tout simplement qu'il n'y avait pas d'excuse à la haine, à des actes terroristes, à l'assassinat. Et comme dit un de mes personnages, Sébastien Castillon, tuer un homme au nom d'une idée, c'est tout simplement tuer un homme. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu cette réticence à accepter cette réalité de l'antisémitisme, qui reste à un certain niveau, parce que avec la pandémie, nous l'avons vu, combien de nouveau les thèses complotistes faisaient retomber sur les juifs la responsabilité. Oui, vous pensez qu'il est plus haut aujourd'hui l'antisémitisme qu'il y a 10 ans ? Je crois qu'il est présent, qu'il est haut, qu'il peut être peut-être même plus haut qu'à d'autres occasions, parce que la diffusion des thèses complotistes sur fond d'Internet et de réseaux sociaux font qu'elles se diffusent beaucoup plus rapidement, parce que ça reste la matrice de l'islam politique. Donc vous avez l'addition de toute une série d'éléments, parce que vous le trouvez aussi bien à l'extrême droite et à l'extrême gauche, et parce que, pour des raisons que vous avez souvent expliquées sur votre antenne, la haine d'Israël, du fait de ses victoires militaires, politiques, de sa place dans le concert des nations, décuple ces phénomènes. Donc il est haut. En revanche, la conscience de cet antisémitisme, du fait qu'il faut le combattre, est lui-même plus haut. Et ça, c'est, je dirais, la seule bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas renoncer à ce combat. Alors, on va en revenir à cette notion de courage. Nous avons sélectionné 5 personnalités qui font l'actualité. Si vous le voulez bien, je vais vous demander si vous estimez qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, du courage. Elisabeth Borne. Oui, alors du courage, elle a en tout cas de la force, de l'abnégation, et je sais par expérience qu'il faut tenir bon quand on est à Matignon, parce qu'on a une situation politique, institutionnelle toujours un peu compliquée. Mais là, vous m'entraînez dans un jeu extrêmement dangereux, parce que précisément, je fais une différence entre les personnages que je traite et la réalité politique d'une démocratie comme la nôtre et le commentaire auquel je suis obligé de me livrer à travers vos questions. Alors, autre personne que nous avons sélectionnée, autre personnalité, Olivier Faure. Est-il courageux ? Alors là, vous m'obligez à dire du mal. Là. Non, pas forcément. Bon, si vous voulez, un dirigeant du Parti socialiste qui met cette grande formation, et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la gauche depuis 2 siècles, à la remorque de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une dépêche, un tweet qui dise Valls dit que Olivier Faure n'est pas courageux, voire qu'il est un lâche. C'est pas le sujet. Je n'attaque pas l'homme. Mais c'est le dirigeant politique. Je l'ai déjà dit, mais j'ai quitté le Parti socialiste en 2017. C'est une erreur profonde, stratégique. Jamais dans l'histoire de la gauche, je le répète, on a vu un parti socialiste, il y a des fois où il était moins fort que le Parti communiste, c'est le cas dans les années 50, mais ainsi être à la remorque, et pour des postes de députés, avoir accepté une soumission politique, idéologique, et en termes d'idées. Rendez-vous compte que la direction du Parti socialiste aujourd'hui envisage même l'idée, avec des débats évidemment, d'une liste commune aux européennes, avec la France insoumise, dont on connaît en tout cas pour Jean-Luc Mélenchon l'ambiguïté des thèses sur la Russie de Poutine. Est-ce que Marlène Schiappa a du courage ? Elle a du toupet.
Voilà. Est-ce que le recteur de la mosquée de Paris, par ses prises de position, Shemseddine Hafiz, a du courage? Oui, parce que là il rentre dans la catégorie de ceux qui prennent des risques. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ses positions. Je n'oublie pas qu'il est l'un de ceux qui a porté plainte il y a bien des années contre les caricatures publiées par Charlie Hebdo, les caricatures de Mahomet qui avaient été publiées par un journal danois. Mais c'est un homme de bien, je crois. C'est un homme courageux et qui exprime, même si c'est difficile pour lui, je l'imagine, qui exprime un message de tolérance, qui accepte le dialogue. Regardez ce qu'il a accepté avec Michel Houellebecq, qui a eu des mots évidemment malheureux, mais grâce à la médiation du grand rabbin de France, Haïm Korsia, ils ont trouvé une solution. C'est important, même si ça ne règle pas tous les problèmes de fond, et loin de là, que les représentants du culte musulman, et en particulier la mosquée de Paris, qui a une place très particulière dans la société française. La mosquée de Paris a été construite pour rendre hommage aux musulmans morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918. C'est important que le recteur exprime ses positions et cet engagement contre l'antisémitisme et contre l'intolérance. Et puis dernière personnalité, l'actrice iranienne Taraneh Ali Dosti. Elle a été arrêtée pour avoir publiquement enlevé son voile sur les réseaux sociaux, comme l'ont fait beaucoup de personnalités iraniennes ces derniers mois. Là, vous vous rendez compte, là on est vraiment dans le courage de ceux qui risquent leur vie. C'est pour ça qu'il est difficile de comparer cette valeur du courage, ou ce courage, avec ceux qui, comme nous, ne le risquons pas. Ne risquons pas notre vie, ces Iraniennes, ces Iraniens, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes engagés, elles le disent d'ailleurs, à leur côté, font preuve d'un très grand courage, et puis nous invitent au fond à une réflexion incroyable, qui est celle à la fois sur la liberté et le fait que les femmes n'acceptent pas qu'on puisse leur poser ce voile qui est au fond l'étendard, le verrou de ce régime des mollahs, à travers la soumission qu'ils imposent aux femmes, à travers l'obligation de porter le voile. C'est leur survie qui est en jeu. Donc c'est un combat universel, ce n'est pas uniquement le problème des femmes iraniennes. C'est comme pour les femmes afghanes, c'est la liberté, l'égalité, le regard, l'altérité qui sont en jeu. Alors on va revenir à la politique. Parmi vos sorties célèbres, il y a cette idée des gauches irréconciliables, un constat que vous avez fait il y a déjà 7 ans, et on va évoquer avec vous, Églantine Delalleux, les tensions à gauche. Oui, depuis la promulgation de la réforme des retraites ou encore la législative partielle dans l'Ariège, la NUPES est fragilisée, notamment la France Insoumise. Un an après sa création, quel constat, Manuel Valls, faites-vous de la NUPES ? Moi, je ne suis plus dans la vie politique active. Je ne suis pas élu, je n'ai pas de responsabilité. C'est un spectateur engagé, si on peut. Oui, j'ai un spectateur engagé, d'une certaine manière. C'est la belle expression de Raymond Aron. Je suis passionné par la politique. Je penserai toujours comme un responsable politique jusqu'à la fin de mes jours. Mais je prends aussi du recul et j'essaie de ne pas être caricatural dans mes jugements. Mais encore une fois, il ne suffit pas d'une coalition électorale. Elle peut être utile pour sauver des sièges de députés. Mais l'essentiel, c'est l'incarnation. C'est des hommes et des femmes qui, à un moment, pourront y prétendre. Mais c'est surtout le projet, les idées. Qu'est-ce qui rassemble aujourd'hui au sein de la NUPES, la France Insoumise, les communistes, les socialistes, les écologistes? Qu'est-ce qui les rassemble sur l'Europe, le rôle de l'État, la fiscalité, la vision que l'on a de l'entreprise, sur le monde, sur le Proche-Orient, sur la lutte contre l'antisémitisme, etc. Il ne suffit pas d'être contre le passage de 62-64 ans pour l'âge de la retraite, ou d'être contre Emmanuel Macron. Quelle est l'alternative positive, l'envie, l'enthousiasme que l'on soulève sur ces sujets-là? Il y a beaucoup de sujets où ces gauches sont totalement irréconciliables, je le crois vraiment, d'où, encore une fois, la faute majeure, stratégique, commise par les socialistes. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux sont aussi partis. C'est le cas de Bernard Cazeneuve, qui m'a emboîté le pas quelques années après, parce qu'il y a des moments où ce n'est plus possible d'accepter ces compromissions. Mais vous pensez qu'elle peut durer quand même dans le temps, cette alliance ? Jusqu'en 2024, on va s'arrêter aux européennes. Mais vous savez, il y a un moment où les contradictions que je viens d'évoquer sur des sujets de fond
et l'Europe est un sujet évidemment majeur, l'avenir du pays. Moi, je crois qu'elles se feront jour. L'opportunisme électoral ne suffira pas, parce que les Français ne l'accepteront pas. Mais l'enjeu majeur au sein de la gauche, c'est est-ce que l'on accepte ou pas la domination idéologique de la part de la France insoumise, de ce populisme de gauche qui a pris le pas et qui, en plus, électoralement, est aujourd'hui fort. Son jeu de mots, par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques années. C'est cette radicalité, cette mise en cause aussi des institutions, cette attitude faite de bruit, de fureur, de violence et d'insultes qui nuisent au débat démocratique, qui sont aussi inacceptables. Et poursuivre cette compromission au nom d'accords électoraux, c'est particulièrement dangereux. Alors justement, on a reçu sur cette antenne fin février la présidente des Jeunes Socialistes, Emma Rafovitch. Écoutez-la. Si le Parti Socialiste n'avait pas déçu, si le Parti Socialiste n'avait pas déçu les Françaises et les Français, mais au-delà le peuple de gauche, la réalité c'est que la France insoumise ne serait pas aussi haut qu'elle est aujourd'hui. Si le Parti Socialiste n'avait pas déçu, la France insoumise ne serait pas aussi haute. Est-ce que vous ressentez une forme de responsabilité, Manuel Valls ? Mais vous savez, 10 ans après, le procès en responsabilité ou en traîtrise va commencer à perdre de sa saveur. Et c'est un argument qui n'aura pas la force. Bien sûr qu'il y a une responsabilité collective. Gouverner, c'est difficile. Et j'ai souvent dit et écrit que quand nous avons gagné en 2012, nous n'étions pas prêts sur bien des sujets, que nous avions trop souvent utilisé l'anti-sarkozysme pour gagner des élections locales, pour gagner sans doute l'élection présidentielle. Mais après, quand on gouverne, là, les contradictions, elles vous explosent à la figure sur bien des sujets, même si sur d'autres sujets, je pense qu'il faut les assumer. La manière dont nous avons tenu le pays face au terrorisme, les choix économiques que j'ai faits pour soutenir les entreprises et pour retrouver de la croissance, le mariage pour tous, on y reviendra dans un instant. Bon, sur tous ces sujets-là, il y a aussi de la fierté. Mais les socialistes ont fait un choix au moment de la primaire de janvier 2017. Ils ont choisi Benoît Hamon, qui m'a battu. Pour des raisons, et je ne remets pas du tout en cause l'élection, mais pour des raisons de fond. Le score de Benoît Hamon, quelques semaines après, était de 6%. Au profit, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'a pas accédé non plus au second tour. Bon, c'est là où ce choix s'est fait. Et c'est pour ça que des millions d'électeurs, et aussi des responsables politiques, comme Jean-Yves Le Drian ou Gérard Collomb, ont rejoint à ce moment-là Emmanuel Macron. Où est la responsabilité ? Mais selon vous, que moi, j'assume mes responsabilités, celle de celui qui a gouverné. Mais le choix qui a été fait, encore une fois, au moment de cette primaire, où sont venus voter beaucoup de futurs électeurs de Jean-Luc Mélenchon par ailleurs, pour écarter la gauche du gouvernement, ça a été un moment clé. Je l'ai ressenti comme ça. Je l'expliquais dans un livre précédent. J'ai senti qu'un monde politique s'effondrait, mais que ma famille politique, pour laquelle j'avais milité, vécu pendant des années, était en train de se briser. Mais aujourd'hui, que doit faire le PS ? Est-ce que le Parti Socialiste peut gagner sans la NUPES ? Parce que les pro-NUPES du Parti Socialiste répètent que c'est pas possible sans alliance. Me gêne parce que je ne suis vous n'êtes plus au Parti Socialiste et je ne suis pas non plus un politologue. On va dire la gauche. Il y a bien d'autres. Mais encore une fois, la gauche réformiste, la gauche républicaine, la gauche européenne, la gauche progressiste ne peuvent pas dépendre ainsi d'une formation radicale. Ce n'est même plus le Parti communiste des années 50, 60 ou 70. C'est une formation radicale, anti-système, et qui met en plus en cause nos institutions, et d'une certaine manière qui a un comportement qui aggrave la crise démocratique. Donc, si vous êtes fort, si vous entraînez, vous pouvez parfois vous permettre un certain nombre d'alliances, parce que vous les dominez. C'est ce que François Mitterrand a fait dans les années 70. Mais si vous êtes derrière, soumis, dépendant de ces accords électoraux, alors vous perdez tout. Vous perdez l'âme et l'honneur. Alors, dernière question. Et les élections. Avant de faire une petite pause, l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Ariège, c'était au début du mois, a été gagnée par une candidate PS dissidente, Martine Froger, contre la sortante Bénédicte Taurine, LFI NUPES. On sent un frémissement dans cette gauche que vous avez incarnée avec, vous parliez il y a un instant de Bernard Cazeneuve qui a lancé la Convention, son nouveau mouvement. Est-ce que vous pensez que cette gauche de gouvernement est encore un avenir ? Et puis surtout, qui pourrait l'incarner ? Mais il le faut. Alors, cet espace, on va le dire, politique, philosophique, culturel, peu importe, il existe. Il y a beaucoup d'orphelins de cette gauche réformiste. Elle ne s'incarne pas pour le moment. Et encore une fois, la domination au sein de la gauche institutionnelle, elle est du côté de la radicalité de la France insoumise. Mais vous comprenez bien qu'on doit sortir de cet étau
qui écrase au fond le débat public, le débat démocratique, comme si le choix demain était uniquement entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc c'est très important qu'au centre droit, qu'au centre gauche, il y ait des voix qui s'élèvent, des alternatives sur le fond, avant de venir aux accords électoraux et savoir qui l'incarnera. Il reste 4 ans. De ce point de vue-là, l'initiative, la voix de Bernard Cazeneuve sont importantes, bien évidemment. Moi, je ne peux que l'encourager qu'à faire entendre sa voix. Il a quitté le Parti socialiste. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je ne veux gêner personne par ailleurs et je ne veux pas m'engager. Je ne peux pas dire que je suis spectateur et que je m'engage. Mais vous comprendrez qu'il a évidemment toute ma sympathie, mais à lui aussi d'être au clair. Je vois qu'il est très ami. L'homme est tout à fait sympathique avec le responsable du Parti communiste. Mais sur le fond, sur l'Ukraine, sur l'Europe, sur l'État, sur la fiscalité, sur l'entreprise, où sont les points communs. Donc, c'est sur le fond que d'abord, la gauche républicaine doit se reconstruire. Et vous préférez prendre part à ce mouvement ou alors rester dans le sillage du macronisme ? Parce que vous parlez beaucoup de dépassement des forces politiques. Mais ni l'un ni l'autre d'une certaine manière, parce que moi je suis inquiet sur l'état du débat public, sur son affaissement, sur les risques démocratiques, plutôt sur les tensions qui existent dans le pays, sur la violence aussi, incontestablement, des mots à l'Assemblée, dans la rue, dans les violences faites aussi aux personnes, aux élus, aux forces de l'ordre, à ceux qui incarnent l'autorité, mais il y a la violence dans la société. Moi, je veux intervenir sur le fond des choses, pas uniquement sur l'histoire, mais sur l'actualité, sur le fond des choses, sur le débat d'idées. C'est ça qui me passionne. Tout cela va être dépassé, d'une certaine manière, le macronisme va être dépassé, mais encore une fois, je ne me résous pas à ce que mon pays n'ait que comme choix, dans 4 ans, c'est long, que Mélenchon, Marine Le Pen. Le Pen, oui. Monsieur le Premier ministre, vous restez avec nous. Manuel Valls, c'est notre invité. Il est 12h32. On va faire un point sur l'actualité juste après une pause. RCJ Midi, Rudy Saada. RCJ. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Le pouvoir de soi, libérez votre potentiel. Le livre de Francky Pérez. Le pouvoir de soi est un voyage initiatique qui s'adresse à tout le monde. Que vous soyez manager, étudiant, communicant, professionnel ou parent, découvrez cet extraordinaire pouvoir souvent méconnu dont chacun d'entre nous dispose, celui de cette voix intérieure qu'il nous est possible de guider dans une direction positive. Le pouvoir de soi de Francky Pérez aux éditions Henrik B. Disponible en librairie, à la Fnac, sur Amazon et sur www.lepouvoirdesoi.com. Vous aimez les livres, les mots, les histoires ? Alors je vous donne rendez-vous chaque mardi pour écouter mon émission Postface et découvrir des écrivains, des écrivaines qui viendront parler de leurs livres avec passion. RCJ Midi, Rudy Saada. Suite de ce RCJ Midi exceptionnel avec comme invité fil rouge depuis 11h sur RCJ Manuel Valls. On fait un point sur l'actualité avec Margot Siffer. RCJ, à l'écoute de votre vie. Le Flash sur RCJ. Plusieurs ministres et députés israéliens renoncent finalement à participer aux cérémonies de Yom HaZikaron, une demande formulée par des familles de victimes qui craignent que les protestations contre la réforme judiciaire ne créent des tensions. 2240 milliards de dollars, c'est le montant des dépenses militaires l'an dernier en Europe. Elles ont atteint 2,2% du PIB mondial, des investissements dopés en partie par l'invasion russe de l'Ukraine. Les consultations médicales vont augmenter de 1,50 €. Elles passeront à 26,50 € chez les généralistes et à 31,50 € chez les spécialistes. Une mesure qui doit encore être approuvée par le ministre de la Santé.
Et enfin de la culture avec la 34e cérémonie des Molières ce soir. Elle sera orchestrée par Alexis Michalik, lui-même déjà lauréat de plusieurs Molières. La soirée se déroulera au Théâtre de Paris et sera retransmise sur France 3. Merci Margot Siffer. On va rester avec vous pour évoquer, il y a un an, jour pour jour, l'élection d'Emmanuel Macron. C'est l'heure donc la réélection, c'est l'heure du premier bilan pour le président qui entame la deuxième année de son quinquennat. Et oui, alors tout d'abord, souvenez-vous, on rembobine, c'était le 24 avril 2022. Emmanuel Macron était réélu président avec 58,5% des suffrages face à Marine Le Pen. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Alors, si on en vient à ses premières actions depuis sa réélection, il faut évidemment parler de sa promesse de campagne de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. C'est chose faite ou presque, puisqu'il a finalement été repoussé à 64 ans. Autre promesse, là aussi tenue, celle de la promulgation de la réforme de l'assurance chômage, celle de la mise en place d'une loi sur le pouvoir d'achat ou encore celle du lancement de France Travail, qui est donc la nouvelle entité qui doit remplacer Pôle emploi à partir de 2024. Mais plusieurs chantiers économiques sont encore inachevés, comme notamment celui du conditionnement du RSA à des heures d'activité d'insertion. Alors, il y a l'économie, mais qu'en est-il des thématiques sociétales promises par Emmanuel Macron, notamment sur des thèmes importants comme la fin de vie ou encore l'éducation? Alors, sur le premier sujet, une convention citoyenne sur la fin de vie a comme promis été lancé. Les conclusions ont été rendues récemment et un projet de loi est attendu d'ici la fin de l'été. Concernant l'éducation, Emmanuel Macron a annoncé une augmentation des salaires des enseignants, tous niveaux confondus, dès la rentrée prochaine. Une annonce qui intervient après de vives tensions avec les syndicats qui avaient d'ailleurs quitté la table des négociations. À noter que le flou demeure concernant le futur projet de loi immigration qui a été reporté à cause du climat social très tendu. Alors, qui dit projet de loi sur l'immigration dit aussi sécurité et justice. Ce sont les sujets régaliens qui ont été le défaut d'Emmanuel Macron sur ses premières années. Qu'en est-il? Eh bien, s'il a promis le doublement des forces de l'ordre sur la voie publique et le déploiement de 200 nouvelles brigades, des annonces plus concrètes sont attendues pour le mois de juin. Du côté de la justice, si l'on se réfère au projet de loi qu'Éric Dupond-Moretti a présenté en janvier dernier, 10 000 fonctionnaires supplémentaires devraient être recrutés d'ici 2027. Enfin, Emmanuel Macron prévoit toujours de porter à 2% du PIB l'effort en matière de défense, et cela à partir de 2025. L'exécutif se félicite en attendant de la hausse du budget défense jugée sans précédent. Et puis on termine avec un sujet important qui préoccupe grandement les Français, l'environnement. Quelles sont les ambitions du chef de l'État? Eh bien, notamment d'accélérer la production d'énergie renouvelable et de réduire les procédures et les délais pour bâtir de nouveaux réacteurs. Un plan de sobriété a également été mis sur pied en octobre dernier avec cette promesse de rénover 700 000 logements par an. Mais pour l'instant, d'après le magazine Complément d'enquête, seuls un peu plus de 65 000 rénovations globales ont été menées. À noter qu'au-delà de l'énergie, l'écologie n'est pas un marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron puisque la France n'a quasiment pas réduit en 2022 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2021. Merci Margot pour ce bilan extrêmement complet. Manuel Valls, on reproche à Emmanuel Macron une pratique solitaire du pouvoir, une pratique isolée dans un monde dans lequel les réseaux sociaux alimentent un climat de polémique constant où aussi la défiance envers le pouvoir est de plus en plus forte. Est-ce que c'est finalement aujourd'hui la seule manière de gouverner, c'est-à-dire de tracer sa route, avancer coûte que coûte? C'est difficile de gouverner. Personne ne peut nier que Emmanuel Macron a du talent et de l'engagement, une forme de courage aussi. Mais en réécoutant il y a un instant sur votre antenne les mots de son discours le soir même de sa réélection, on voit bien ce qui ne marche pas. C'est-à-dire la réconciliation des Français avec eux-mêmes, l'apaisement, l'écoute.
c'est très juste ce qu'il disait, notamment sur les conditions de son élection, même s'il avait fait un très bon score de premier tour. Mais c'est vrai que beaucoup de Français ont voté pour lui contre Le Pen. Et qui plus est, il n'a pas eu de majorité absolue quelques semaines après à l'Assemblée nationale, même s'il a une majorité relative. Et le texte de loi sur les retraites, la mesure d'âge, passage de 62-64 ans pour partir à la retraite, la manière dont il a été imposé, quel que soit l'instrument utilisé, a donné le sentiment d'être totalement en contradiction, totalement contraire aux mots que nous venons d'entendre. Et c'est là où il y a un hiatus majeur dans la société française, qui était déjà, évidemment, comme toutes les autres sociétés, fatiguée par le Covid. Aujourd'hui, sa cote de popularité est à 26%. Est-ce qu'on peut gouverner en étant impopulaire ? Oui, parce que les institutions de la Ve République, que quelques apprentis sorciers voudraient changer, modifier, permettent de tenir, et heureusement. C'est le génie du général de Gaulle d'avoir pensé à des institutions solides qui nous permettent de tenir en temps de guerre, face au terrorisme, au moment de grandes crises économiques et sociales. Mais il ne suffit pas de tenir. Il faut pouvoir gouverner, réformer, même si ce mot inquiète parfois nos compatriotes, dans la durée et en profondeur. Les enjeux, ils viennent d'être rappelés, ils sont majeurs. D'abord, nous sommes en guerre. Nous sommes en tout cas dans un continent où la guerre est à nos portes, avec de véritables dangers, de véritables risques. Nous devons investir massivement dans les années qui viennent dans notre défense. Nous devons investir massivement pour réussir la transition énergétique dans l'énergie nucléaire, pour construire de nouvelles centrales nucléaires. Le président de la République annonce qu'il faut augmenter le salaire des enseignants. Il a raison, qu'il faut investir dans la santé, etc., etc. On voit bien que les services publics aujourd'hui ne fonctionnent pas bien. Et de l'autre côté, nous avons une dette et un endettement majeur. Et on ne veut pas augmenter les impôts parce que les prélèvements obligatoires sont déjà très élevés dans notre pays. C'est la quadrature du cercle que je viens de décrire. Donc il faut agir. Donc il faut trouver les conditions pour renouer avec les Français, pour rebâtir le contrat entre le président de la République et les Français, et trouver les moyens d'avoir des majorités au Sénat et à l'Assemblée nationale. Moi, je ne veux pas être négatif, je ne veux pas être nihiliste. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas une possibilité d'avoir un gouvernement Mélenchon-Le Pen à l'Assemblée nationale. On ne va pas avoir une élection présidentielle aujourd'hui. Donc, il faut trouver les solutions et sortir de ce climat délétère, de cette division, de cette crise démocratique, politique, civique, morale, appelez-la comme vous voulez, mais qui est là. Le pays ne peut pas se permettre le luxe de perdre 4 ans avec ce climat. De ce point de vue-là, le président de la République a raison d'aller au contact des Français et de fixer le cap. Il doit être de l'autre côté, évidemment, tenu à une grande volonté de réconcilier les Français avec eux-mêmes et d'apaiser. Il doit lui aussi apaiser ce climat. Vous parlez, Manuel Valls... C'est facile quand on est spectateur engagé ou loin de tout cela, mais je pense que c'est la solution, c'est la seule solution. Donc vous évoquez cette crise démocratique et vous avez été maire 11 ans, député 11 ans. Est-ce que vous avez senti un changement dans le lien et par le lien, j'entends le respect des Français par rapport à leurs élus? Non, pas à l'époque. Moi, j'étais un maire heureux, maire d'Évry, une ville à la fois passionnante et complexe et difficile, mais en présence sur le terrain. C'est vrai que les choses se sont énormément dégradées ces dernières années et que la mise en cause de l'autorité, c'est un sujet plus large, qui pour moi est une valeur républicaine, la mise en cause de l'autorité, celle du prof, du maire, du policier ou du gendarme, du pompier, enfin, tous ceux qui incarnent d'une manière ou d'une autre l'autorité de l'État et de l'intérêt général, cela m'inquiète. Je suis très inquiet, moi, de tous ces débats, de toutes ces polémiques sur la légitimité de l'élection du président de la République, de l'utilisation du 49.3, quoi qu'on en pense. Sur le Conseil constitutionnel. Ou des décisions absolument du Conseil constitutionnel. On met en cause tout. Mais pourquoi faire? On met quoi à la place? Publier un livre, vous y faisiez allusion, pour parler des grands discours démocratiques de Charles de Gaulle, de Winston Churchill. C'est la démocratie qui est en jeu. Je sais bien qu'on doit critiquer le fonctionnement de cette démocratie, mais il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Ou alors on préfère les systèmes chinois et russes comme exemple. Nous soyons très attentifs. Soignons cette démocratie. Nous, les Français, mais il est évident que les responsables politiques, et à commencer le gouvernement et surtout le président de la République, doivent aussi mettre du leur pour
pour apaiser les choses. Et on parle des violences dans la rue. Est-ce que l'atmosphère au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale, a-t-elle contribué, selon vous, à la dégradation de l'image du politique aujourd'hui ? Alors, je n'y suis plus, mais évidemment... Est-ce que vous avez pu oui, bien sûr, voir, comme chacun d'entre nous. Non, c'est le responsable politique a une responsabilité. Vous savez, on a voulu, un moment tous, considérer que le responsable politique, celui qui représente le peuple, était comme chacun, était normal. Non, c'est sacré. Quand vous remplissez une fonction aussi importante que de représenter le peuple dans une mairie, à l'Assemblée nationale et bien sûr à l'Élysée, le comportement de chacun, les mots, la manière d'agir, de se comporter, c'est essentiel. Et quand vous dégradez le débat politique à ce niveau-là, comme on l'a vu à l'Assemblée nationale, par le bruit, le chahut, il y en a toujours eu, l'insulte, j'allais presque dire la manière parfois de s'habiller, mais ça c'est mon côté vieux jeu, alors on dégrade l'ensemble des débats politiques et les Français n'expriment plus aucun respect. C'est pour ça qu'il y a un affaissement des débats politiques. Donc il faut se ressaisir. Ça peut dire que il ne doit pas y avoir de débat et de polémique et d'arguments forts. Moi j'ai toujours aimé le débat, j'ai jamais mis mes idées dans la poche. Mais il faut soigner, encore une fois, cette démocratie. La démocratie est quelque chose de fragile. Vous savez, il y a une part non négligeable de Français qui aimeraient un pouvoir fort, un pouvoir autoritaire par rapport à la démocratie. Les pouvoirs illibéraux, les démocratures, comme on dit, les pouvoirs totalitaires, gagnent du terrain. C'est pour ça que les gens sortent dans la rue quand on les met en cause. On l'a vu en Israël, d'une certaine manière, qui est une démocratie vive et où les gens sortent dans la rue. Mais au nom même de valeurs. En France, on manifeste, c'est bien. Mais les politiques doivent faire très attention à ne pas abaisser de cette manière le débat public. Mais est-ce que le calme des députés du Rassemblement national n'est-il pas plus inquiétant que, on va dire, l'agitation on parle de la NUPES, concrètement. Bien sûr, c'est une stratégie extrêmement bien préparée, bien huilée. Et moi, je suis tout aussi inquiet du bruit de la fureur des débraillés que du silence de ceux qui portent une cravate et qui attendent tout simplement que le pouvoir leur soit donné à cause de l'incohérence et de l'attitude de tous les autres. Alors pour terminer, on va parler d'un fait de société. Vous étiez ministre de l'Intérieur sous François Hollande au moment du vote de la loi sur le mariage pour tous. C'était il y a 10 ans, quasiment jour pour jour. Vote de l'Assemblée nationale le 23 avril 2013. Lou Cohen revient sur cet événement historique. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous sommes le 23 avril 2013. Le mariage pour tous est officiellement voté à l'Assemblée. Une loi qui ouvre aussi l'adoption aux couples de même sexe. Un grand pas pour les droits des LGBT en France, un pays où la dépénalisation de l'homosexualité date seulement du 4 août 1982. S'il vous plaît. Les députés clament égalité pendant que d'autres, à droite et à l'extrême droite, quittent l'hémicycle. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée à l'époque, affiche lui un grand sourire. Mais il tente quand même de s'exprimer pour annoncer officiellement le vote du texte. La loi pour le mariage pour tous, dite loi Taubira, sera adoptée par le Conseil constitutionnel le 23 mai 2013. Mais pas sans débat. Claude Barthelone le rappelle, près de 140 heures de discussion ont été nécessaires pour venir à bout de ce texte. Je demande au ministre de l'Intérieur de cesser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Vas-y. Mes chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. Allez. Une séance suspendue alors que des députés UMP et PS en viennent presque aux mains, ce n'était pas le seul moment de tension à l'Assemblée. La violence régnait tout au long des débats et ce pendant plusieurs mois. Christiane Taubira, qui portait le projet de loi, était la cible principale des anti-mariages pour tous. Une colère qui se ressentait aussi en dehors de l'hémicycle. Entre octobre 2012 et mai 2013, de nombreuses manifestations se sont déroulées sur tout le territoire. Mariage pour tous contre manif pour tous. Des centaines de milliers de Français étaient dans les rues. Parfois jusqu'à plus d'1 million. D'après l'INSEE, plus de 70 000 mariages entre personnes du même sexe ont été célébrés depuis le 2013, environ 7 000 rien qu'en 2022. Manuel Valls, est-ce que vous vous souvenez de la violence de ces débats et est-ce que cela
finalement, 10 ans plus tard, alors que le mariage pour tous a été totalement accepté et même apprécié par les Français, cela montre la difficulté de réformer en France. Oui, ce sont des débats qui touchent à l'intime de chacun. Les débats ont été longs, j'allais dire presque trop longs, très longs, en tout état de cause. J'étais ministre de l'Intérieur, j'ai dû gérer des manifestations où il y avait des familles avec des landaux, des enfants, des bébés qui s'y trouvaient. Ça n'était pas facile. C'était pas facile non plus à titre personnel, parce que comme Christiane Taubira, parce que j'étais ministre de l'Intérieur, compris dans des déplacements privés avec mes enfants, nous nous trouvions agressés par des gens plutôt jeunes d'ailleurs, mais extrêmement violents, en tout cas verbalement. Mais pendant toute cette période, il faut le souligner, le soutien des Français à la proposition, autour de 60%, 2/3 des Français, n'a pas changé. Les débats n'ont pas fait évoluer le rapport de force dans le pays. Et beaucoup de ceux, du coup cela relativise ce que nous avons vécu à l'époque, beaucoup de ceux qui ont voté contre à l'époque, ou qui étaient opposés à ce mariage entre personnes du même sexe, aujourd'hui regrettent leur choix. À l'image du ministre de l'Intérieur. À l'image de Gérald Darmanin. Au fond, oui, ça l'a fait avancer. Sans vouloir comparer, je vais vous dire quelque chose, je pense que personne ne reviendra, même si je n'étais pas d'accord sur la méthode et que je pense qu'il y a d'autres systèmes possibles comme la retraite par points, mais personne ne reviendra sur le passage de 62 à 64 ans. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut avancer, ça crée des crispations, il faut essayer de maintenir l'unité, il faut expliquer aux Français, de ce point de vue-là, ce mariage pour tous a été une réussite. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. C'est un acte d'amour aussi, permettre à des gens du même sexe de se marier. Cela ouvrait d'autres débats plus compliqués d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique, comme la PMA ou la GPA. Je reste évidemment très opposé à la GPA, parce que c'est la marchandisation du corps des femmes me gêne profondément, même si je comprends le désir d'enfant, mais est-ce que la question du désir d'enfant peut dominer ce sujet? Mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'était une étape très importante. Mais c'est notre pays, en Espagne, pays ultra-catholique, etc., à l'image qu'on s'en fait, le mariage pour tous a été adopté bien avant, et avec une seule grande manifestation dans la rue. Mais c'est ça la France, il faut l'accepter d'une certaine manière, cette passion, cette radicalité, tant qu'elle reste, c'était le cas d'ailleurs quand même, pendant ces débats sur le mariage pour tous, tant qu'elle reste dans un cadre où les gens acceptent de s'écouter, au-delà des passions dans l'hémicycle. Est-ce qu'une réforme sociétale pourrait être une porte de sortie pour Emmanuel Macron aujourd'hui ? Je pense à la fin de vie, par exemple. Les Français sont quand même très préoccupés aujourd'hui par les questions de pouvoir d'achat. Donc, ce n'est pas la priorité. Chaque président a eu sa réforme sociétale. Il faut avancer. La loi dite Claes-Leonetti avait trouvé un bon équilibre. Mais moi-même, j'ai toujours été très favorable à l'idée de mourir dans la dignité. Ça ouvre évidemment beaucoup de sujets complexes. Là, il faut trouver, si possible, des grands consensus. Mais la préoccupation des Français est telle sur le logement, qui est un grand sujet, a été très bien illustré par les propos de la PDG Nexity, l'ancienne directrice de cabinet Véronique Bédac, qui a poussé un coup de gueule, qui est préoccupée dans le JDD hier. Oui, par la montée des taux d'intérêt qui peuvent étrangler les classes moyennes. Donc, ces questions-là de pouvoir d'achat, je suis très frappé par le fait qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à acheter de simples aliments et de produits quotidiens. Ça, c'est quand même la priorité, en plus des grands enjeux que j'ai rappelés, dont évidemment ce qui se passe en Ukraine. Il nous reste quelques secondes, on a même déjà débordé, mais pour terminer, je voulais évoquer avec vous, Manuel Valls, les célébrations de Yom Ha'atzmaut, fête de l'indépendance, et Yom HaZikaron, journée du souvenir, célébrée donc cette semaine en Israël. Israël a 75 ans. Ce samedi, des manifestations ont encore eu lieu pour protester donc contre la réforme judiciaire. Comment voyez-vous ce qui se passe actuellement en Israël? Est-ce que c'est un signe de vivacité d'une démocratie? Est-ce que vous exprimez des inquiétudes face à des idées extrêmes qui ne s'exprimaient pas auparavant? Oui, mais c'est une démocratie vivante, vive, unique au Proche et au Moyen-Orient, faut-il le rappeler. Je suis toujours inquiet quand le pouvoir politique cherche à affaiblir la justice et son indépendance. Israël n'a pas de constitution, je ne vais pas l'apprendre à vos auditeurs sur cette antenne, mais donc c'est très important que l'équilibre
qui a toujours existé grâce aux lois fondamentales, subsiste. C'est le sel de la démocratie. Mais quelle vitalité! Le Premier ministre a dû, en tout cas, reculer. Et puis, au fond, en Israël comme partout, moi, évidemment, je ne suis pas israélien, je connais bien Israël, mais je ne vais pas donner des leçons. Mais moi, je suis convaincu qu'en Israël, il y a des forces politiques centrales qui pourraient se retrouver. Et en tout cas, ne pas laisser l'avenir d'un pays, c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour la France, dans les mains des extrêmes. Et puis pour les forces politiques en France qui prônent la proportionnelle intégrale, je demande à nos compatriotes de regarder aussi ce que ça peut donner comme résultat en Israël. Mais en tout cas, c'est cette vivacité, ce peuple israélien, le fait qu'il sorte avec des drapeaux israéliens pour marquer son hostilité à des projets qui peuvent remettre en cause l'indépendance de la justice. Moi, je veux retenir la vivacité de la démocratie et de la société israélienne. Merci Manuel Valls. Vous restez encore quelques minutes avec nous pour conclure donc cette matinée spéciale. À suivre, la chronique livre de Josiane Savigno et donc votre coup de cœur. RCJ Midi, Rudy Saada. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Bonjour, c'est Philippe Lévy. Retrouvez-moi avec toute l'équipe de Noé pour la jeunesse dans le Lunch by Noé. 2 lundis par mois à 13h sur RCJ. RCJ Midi, Rudy Saada. Suite et fin de ce RCJ Midi, on passe à la chronique livre, Josiane Savigno. Les livres, Josiane Savigno. Eh bien, vous allez croire que je retombe en enfance parce que j'ai choisi le 3e livre de la petite collection publiée chez Segers pour faire découvrir des chefs-d'œuvre de la musique classique à leurs compositeurs. Alors, c'est en principe à destination des enfants de 8 à 12 ans, mais moi je trouve que c'est pour tout le monde un enchantement, une belle histoire, avec des dessins très délicats d'Odilon Torel, un texte de Carole Beffa et de Guillaume Métayer. Je vous avais déjà parlé des 2 premiers, le bal au clair de lune avec Beethoven et le mystérieux boléro avec Ravel. Alors là, on est chez Éric Satie, avec toujours nos 2 petits héros, Sol et son frère Rémi, et ça s'appelle Le château de Monsieur Gymnopède. Autant, avant de vous dire en quelques mots tous les ressorts de l'histoire, et puis surtout de vous inviter à scanner le QR code où vous trouverez dans le livre de quoi écouter Éric Satie, je vais vous dire un mot des 2 auteurs. Guillaume Métayer, c'est un historien de la littérature, mais il est aussi traducteur et poète. Quant à Carole Beffa, il est pianiste, compositeur, musicologue. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et en plus, je vous recommande son dernier disque qui s'appelle Galerie des Glaces, qui sont des improvisations aux éditions musicales Clart. Alors, dans le château de Monsieur Gymnopède, Sol et Rémi sont à la fête foraine avec leur grand-mère. Tout va bien, glace à l'italienne, auto-tamponneuse. Et puis, au moment d'aller déjeuner à la crêperie, on entend une étrange musique et Rémi part en courant. Bien sûr, évidemment, la grand-mère s'inquiète. Mais Sol assure qu'elle va le rattraper. Elle part à son tour et, dit-elle, au bout de longues minutes, je me retrouve devant une attraction que je n'avais encore jamais vue. Au-dessus d'une porte majestueuse brille en gigantesques lettres de feu l'inscription suivante, le château de Monsieur Gymnopède. Et ce château est tenu par un homme à binocle et barbiche, auquel elle demande évidemment où se trouve son frère. Et il lui fait une réponse qui l'intrigue. Si je suis bien le programme composé par le grand Éric Satie, il va devoir en faire des pas de côté pour réussir à se faufiler entre les pièces froides et les nouvelles pièces froides. Il risque de danser de travers. Je lui souhaite bien du plaisir à votre petit frère. Alors, qui est donc vraiment ce Gymnopède? Et elle se le demande seule, elle se dit, à moins qu'Éric Satie et Gymnopède ne soient qu'une seule et même personne. Peut-être ce binoclard, se demande-t-elle, parle-t-il de lui-même à la 3e personne, comme le font les grands prétentieux? Alors, si vous voulez résoudre le mystère avec vos enfants, vos petits-enfants, ou pour vous-même, qui êtes des grands-enfants, allez donc dans ce château de Monsieur Gymnopède avec Sol et Rémi, et bien sûr, écoutez Éric Satie.
Merci à Josiane Savigno, il est 12h59, on va conclure cette matinée spéciale Manuel Valls avec votre coup de cœur, monsieur le Premier ministre. Bien, restons dans les livres et restons dans la littérature. Il y a un très beau livre de Christine Orban qui s'appelle Soumise et qui évoque la personnalité lumineuse de la sœur de Blaise Pascal, Jacqueline. Et c'est une histoire un peu romancée, non, réelle, mais écrite par Christine Orban, qui est une merveilleuse écrivaine, sur cette relation lumineuse d'amour entre le génial Blaise Pascal et sa sœur. C'est une biographie, c'est un livre, c'est une histoire qui mérite d'être lue. Voilà, ce sera votre coup de cœur et donc on conseille également votre livre Le courage guider leurs pas, c'est chez Taillandier. Merci Manuel Valls d'être venu, merci à vous Églantine Delalleux. Dans un instant, eh bien, c'est le Lunch by Noé, l'action jeunesse du Fonds social autour de Philippe Lévy et ses chroniqueurs. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ. RCJ Midi, Rudy Saada.